Bonjour, aujourd'hui je suis avec Jonathan et Pierre et nous allons parler des jeux artistiques. Bienvenue dans Extra Life. Alors pour commencer cet Extra Life, je vais commencer par repréciser un petit peu le concept de l'émission. Donc ce n'est pas une émission de débat, c'est une émission de discussion où l'idée est d'échanger des idées concernant l'actualité du jeu vidéo ou l'actualité genre de certaines problématiques ou de certaines thématiques qui nous intéresseraient et que vous seriez susceptible de poursuivre ensuite sur les forums de No Life. Donc on s'interdit pas le débat. Il peut arriver qu'on débatte de points de vue genre où justement les deux personnes sont absolument pas d'accord, mais ce n'est pas l'idée de base. Donc l'idée c'est vraiment de discuter, ce qu'on va faire aujourd'hui. Justement, on va discuter sur le jeu vidéo artistique et donc alors on va préciser le débat où la discussion n'est pas de parler genre est-ce que le jeu vidéo est un art, mais plutôt de s'intéresser aux jeux dits artistiques et de définir exactement ce qu'ils sont. Donc on va commencer justement avec l'origine justement de cette discussion, c'est The Path dont on a parlé dans le dernier classé 18+, c'est Pierre qui fait actuellement un stage à No Life qui nous a présenté le jeu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la manière dont tu as été amené à connaître ce titre? Alors, j'ai connu ça par un pote à moi. Ouais. Qui a fait un stage à jeuxvideo.com et donc qui était amené à faire du traitement de base de données, donc parler de beaucoup de jeux. C'était l'époque où où ils voulaient encore avoir absolument tous les jeux qui existaient dans leur base de données, c'est à quoi ils ont renoncé. Et il était tombé dessus comme ça, sur le studio d'abord et ensuite sur The Path très vite fait, et il m'en avait parlé juste comme ça, genre ça peut être un jeu comme ça bizarre qui pourrait être intéressant à traiter. Et comme je suis en stage à No Life et que j'ai accès à un média, je me suis dit ça serait une très bonne occasion d'en parler, quoi. Et donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser. Et donc du coup, c'est vrai que le jeu, la notion d'art dans le jeu vidéo, c'est quelque chose dont on est amené à discuter régulièrement au sein de No Life. Donc pour toi, Jonathan, quel est le premier titre, le premier jeu qui sortait un petit peu du lot et qui t'a fait t'interroger justement sur cette dimension artistique du jeu vidéo? En fait, je me suis pas spécialement posé cette question en elle-même, mais c'est plutôt des jeux qui, pour moi, en fait, m'ont vraiment bouleversé, qui m'ont vraiment marqué. Moi, l'un des premiers jeux qui me vient à l'esprit, ça a été Silent Hill 2, où en fait, c'est un jeu qui est émotionnellement et vraiment très très fort, quoi. Pas spécialement du côté horrifique. Parce que les monstres, on peut les éviter, on peut les frapper, c'est plus ou moins classique en termes de survival horror, mais c'est un survival horror qui te conte une histoire d'amour. C'est juste ça, c'est une histoire d'amour, et là, c'est quelque chose d'assez différent. C'est vraiment très différent justement des histoires d'amour dans les RPG où il faut aller sauver la princesse dont tu tombes amoureux. Là, tu parles d'une histoire d'amour, d'une personne qui est morte. Le personnage, il est confronté à plusieurs types d'émotions. Et nous-mêmes, en tant que joueurs, il y a une séquence, un moment, un gros twist, où tu sais plus, t'as des tonnes d'émotions qui s'entrechoquent, t'as de la haine, t'as l'amour que t'as par rapport à ton personnage, que t'as joué pendant tout le jeu, et d'un coup, t'es renversé, donc... Là, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose vraiment de particulier en termes émotionnels. Ouais, justement, je pense que tu as mis un petit peu le doigt sur le mot qui définit un petit peu le contenu artistique d'un jeu. Toute forme d'art, et je pense, a vocation quand même à créer une émotion, à créer une réaction chez le spectateur, chez le joueur. Et donc du coup, toi, Pierre, quel est le jeu qui a créé pour la première fois une émotion de ce type-là? Moi, j'ai d'abord pensé à Half-Life, le tout premier. Le FPS, évidemment, et notamment parce que y a toute une ambiance, etc. Et on est vraiment dans le personnage, un personnage qui ne parle pas. Et donc on se crée un peu un personnage dans le personnage. Et la manière dont c'est narré aussi, ça conduit à des réactions émotionnelles intéressantes. Dans mon cas, c'est genre le type à la valise, le G-Man, etc. On découvre du scénario au fur et à mesure qu'on avance, et c'est ce genre de choses qui, pour moi, la première fois, m'a fait me rendre compte que les histoires qui étaient racontées dans les jeux vidéo, par les jeux vidéo, n'ont pas à rougir d'autres histoires qui peuvent être racontées autrement, quoi. Elles peuvent avoir un impact. Ça peut-être qu'avant Half-Life, il y a eu Warcraft 2, qui m'a mis les prémices de cette découverte-là. Mais je pense que le jour où je m'en suis vraiment rendu compte, c'était pour le premier Half-Life. Okay. Moi, en fait, c'est un jeu d'Eric Chahi, c'est Anotherworld.
Donc je sais pas si vous connaissez un petit peu. C'est voilà, c'est très connu. Et c'est un jeu en fait qui est assez intéressant parce que là, on s'aperçoit en fait que il y a différentes catégories de jeux pour moi avec du contenu artistique. Il y a les jeux qui proposent un gameplay dit classique, mais qui détourne, qui s'accapare un petit peu genre le fond, donc le scénario, ou alors qui s'accapare une dimension artistique novatrice qui permet en fait de faire passer d'autres idées et de faire ressentir aux joueurs des émotions jusque-là inédites dans des jeux plus classiques type Pac-Man, etc., etc. Et il y a également les jeux qui pour le coup sont purement artistiques, c'est-à-dire qu'en gros c'est des expériences de gameplay, c'est-à-dire qu'ils prennent le gameplay, ils le détournent complètement pour emmener le joueur dans une autre direction. Donc Another World s'inscrit dans cette première catégorie, je pense un petit peu comme Silent Hill ou Half-Life, c'est un jeu qui par sa narration toute simple, permet de prendre conscience de certaines notions comme l'importance de l'amitié, etc. Et en fait, ça fonctionne grâce à la soustraction plus qu'à l'addition. C'est-à-dire que c'est un jeu qui enlevait plein de choses. On avait par exemple, on enlevait la dimension, le score qui disparaissait. On avait également une absence quasiment totale de dialogue et des choses qu'on retrouve un petit peu dans d'autres jeux comme Ico. Et donc cette absence de nombreuses mécaniques propres au gameplay permettait en fait de se projeter, de ressentir carrément autre chose. Ouais, dans les jeux qui sont dans la soustraction, comme tu disais, il y a Super Metroid qui lui aussi a enlevé le score, ouais, le système de scoring, mais et aussi même au niveau de l'histoire en elle-même, elle était assez épurée. Et au final, quand même, le jeu te faisait ressentir des émotions très fortes comme le stress, ouais, ou alors un sentiment de solitude qui est très proche du cinéma, comme dans les Aliens, ce genre de survival. Et quand on parle aussi de jeux artistiques, ça reprend, on met dans cette boîte-là beaucoup de jeux qui ont comment dire, la narration, c'est la narration aussi qui est au centre plus que le gameplay en fait. Donc il y a vraiment plusieurs types de jeux artistiques. C'est marrant parce que là, donc du coup là tu touches un autre point qui est celui qui est très important. Là on va aborder un petit peu ensuite les différents jeux justement avec dits artistiques. Très souvent lorsqu'on débat avec des gens en disant genre le jeu est un art, etc. Il y a un certain nombre de titres qui reviennent, qui sont régulièrement cités. Et parmi ces titres, donc il y a Another World, il y a Ico, Shadow of the Colossus, on a également les MGS. Récemment, on a des jeux comme Limbo, par exemple, qui a été cité, la série des Silent Hill. Il y a pas mal de titres comme ça, Rez, des titres qui reviennent. Et très souvent, ces jeux-là, en fait, mettent l'accent sur l'immersion. Donc du coup, il y a une cassure à un moment donné avec la première, on va dire, la première partie de l'histoire du jeu vidéo était beaucoup plus basée sur la notion de rythme et de challenge, où il fallait appuyer très vite, il fallait vraiment être dans le rythme. Et au bout d'un moment, les développeurs s'en sont éloignés de ça pour essayer d'immerger les joueurs dans des contextes qui permettaient de leur faire ressentir des émotions, tout simplement. Donc ça marche plus ou moins bien en fonction des intentions des développeurs. Donc là, on va s'arrêter un petit peu sur Ico. Donc Ico, c'est également un jeu comme Another World. D'ailleurs, Fumito Ueda donc l'a déclaré lui-même, c'est un titre qui l'a vachement inspiré. Et c'est un jeu qui à la base était parti d'une simple idée, c'est-à-dire genre la relation entre un petit garçon et une petite fille. Et à partir de là, en fait, ils ont créé tout un univers, tout un contexte au sein duquel il y avait uniquement cet élément de gameplay où on pouvait simplement prendre la main d'une petite fille et l'emmener avec nous. Et à partir de là, ils ont réussi à créer en fait une espèce d'émotion très forte qui était simplement suggérée, et alors qu'ils avaient enlevé en fait du jeu plein de mécaniques de gameplay habituelles dans ces jeux d'exploration aventure. Une des forces justement de Ico, c'est en fait par rapport à la relation avec la petite fille, c'est justement simplement par rapport au pad. Ouais. En fait, si je me souviens bien, pour tenir la main de la petite fille, il fallait appuyer je crois sur R1. Ouais. Donc ça te faisait serrer ta manette, comme si exactement toi tu te serrais, tu tenais la main de la petite fille, et si tu partais un peu violemment, trop d'un coup, tu changeais de direction, on sentait une vibration dans la manette. Donc ça fait partie de la création de ce lien avec la fille, et je trouve ça assez original et super bien pensé, quoi. Et là on parle du coup d'intention, genre au niveau du développement, puisque c'est un jeu dit classique, et comme d'ailleurs Shadow of the Colossus, le jeu suivant du même auteur, qui quelque part est juste un boss rush. Donc c'est-à-dire on enchaîne les boss les uns après les autres, et pourtant au bout d'un moment, et là c'est une affaire de ressenti une nouvelle fois, puisque les joueurs n'auront pas toujours la même perception de ça, c'est à force de tuer ces créatures magnifiques,
genre issus de la nature, il y a une espèce de malaise qui finit par s'installer et on s'interroge, c'est-à-dire genre est-ce que le fait de vouloir sauver la jeune fille qui est présentée au début du jeu, genre ça justifie de créer de tuer ces créatures absolument magnifiques, et genre ensuite, bon, on va pas vous spoiler le jeu si vous avez pas eu l'occasion de le faire, genre la fin, et c'est une vraie claque en pleine gueule. Même un peu avant la fin avec Agro. Oui. Et en plus, il y avait aussi une relation très subtile justement avec le cheval, etc. C'était vraiment intéressant. On a d'autres titres du même type. On a également Okami. Donc Okami, là, je crois que tout le monde n'est pas d'accord. C'est-à-dire Okami, lui, présente davantage un gameplay classique, une nouvelle fois, type Zelda. Mais cette fois-ci, c'est la dimension artistique du jeu. Ouais, c'est plus l'artistique visuel. Ouais. Voilà. Les émotions viennent pas du scénario spécifiquement, ni de mécanique de jeu, mais plutôt de l'idée de se réapproprier en fait la thématique du Japon, de se réapproprier cette idée de pouvoir évoluer au sein des temples que l'on modifie, genre avec un pinceau, etc. Donc ce gameplay a été pensé justement pour mettre en avant une dimension artistique jusque-là inédite. Moi, ce qu'il y a, c'est que Okami, je vais peut-être me faire défoncer sur les forums et compagnie, mais franchement, le jeu est vraiment sublime, il est vraiment super beau. Le coup du pinceau, comme si tu t'interagis directement sur les stamps, c'est vraiment très bien pensé. Mais au final, c'est un jeu que je trouvais assez creux, assez vain. Alors, est-ce que avoir de l'artistique pur, seulement visuel, est-ce que ça justifie justement le terme artistique? Ça, je me demande. Après, il faudra voir avec, par exemple, un jeu comme El Shaddai qui sort aussi, qui visuellement est super intéressant, assez audacieux. Après, le jeu en lui-même, le fond... Un autre, Limbo, par exemple, dont on a beaucoup parlé. Donc lui aussi, en fait, c'est rigolo. Tout de suite, on a tendance, genre puisqu'on va y venir à un moment donné, c'est vrai qu'il y a un parallèle à faire entre le jeu vidéo artistique et le cinéma indépendant. Très souvent, en parlant de jeux comme ça, un petit peu atypiques, qui présentent des univers visuels très très forts, on va chercher la référence au niveau du cinéma. Donc là, en l'occurrence, pour Limbo, on a beaucoup parlé de Tim Burton. Donc, mais justement, c'est avant tout une expérience visuelle. Et pourtant, quelque chose ressort de cette expérience visuelle qui est un petit peu, qui crée du malaise chez le joueur, une intention volontaire de la part des développeurs, donc en présentant ce petit garçon en fait qui évolue dans un monde en noir et blanc dans les limbes à la recherche de sa petite sœur. Donc, déjà, c'est un jeu qui te propose autre chose parce que il te met très mal à l'aise. Déjà, c'est tout en noir et blanc. Il y a une bande son qui est très éthérée. C'est juste quelques bruitages, du vent un peu au loin, des fois de la pluie. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a des choses super glauques dedans. Ouais. Parce que déjà, toutes les morts différentes du personnage principal. Mais aussi, c'est que des fois, il faut que tu utilises d'autres petits-enfants qui sont là, eux aussi. Il faut les faire mourir pour que toi, tu puisses passer. Déjà, ça fait des espèces de dilemmes intérieurs qui sont très bizarres. C'est un jeu 18+. Oui. Donc très souvent, il arrive en effet que les jeux artistiques s'adressent davantage à un public adulte. Ce qui est relativement logique, mais ce n'est pas toujours le cas. On a un autre titre, par exemple, qui a beaucoup fait parler de lui, c'est Braid. Donc Braid, c'est une espèce de jeu de plateforme, genre assez classique, mais qui joue également avec un scénario très différent, et également cette notion de jouer avec le temps, donc avec son propre personnage. Et donc c'est un jeu qui réemploie des mécaniques de gameplay genre ultra classiques pour se les réapproprier de manière à faire ressentir au joueur quelque chose de neuf, et également de le faire s'interroger en fait sur le genre lui-même. Là, sur Braid, moi, je sais pas trop, je suis un peu passé... Enfin, j'y ai joué, mais toute cette dimension artistique, je suis un peu passé à côté, quoi. C'est quelque chose qui m'a pas touché, donc... il y a certains jeux... C'est du ressenti. Ouais, c'est vraiment du ressenti, donc ces jeux artistiques, c'est peut-être comme Okami, ça se trouve, je suis passé complètement à côté. Donc ça dépend du vécu de chacun. Tout le monde ne peut pas dire que tel ou tel jeu est artistique, ou alors émotionnellement fort, quoi. Ouais. Ensuite, alors il y a les jeux ici. Bon, il y a un titre qui me tient particulièrement à cœur, c'est Rez. Donc c'est un titre que j'adore absolument. Et donc là, pour l'art, on a également on a de l'art qui a du sens, qui permet aux gens de réfléchir sur une thématique donnée, de ressentir une émotion forte qui ensuite provoquera cette réflexion. Et on a également les pure tripes. Les tripes, genre où on est totalement immergé dans un univers, et la Rez est magnifique pour ça, en utilisant un petit peu la synesthésie, qui permet de lier l'image et le son de manière à provoquer une projection du joueur dans un univers virtuel total.
Et donc c'est vrai que là, en essayant Rez, c'est une expérience en soi, comme on peut bloquer parfois devant un tableau, sauf que là, on est dans le tableau et on n'arrête pas d'avancer avec le personnage. Le tableau, c'est justement une bonne analogie, vu que le jeu à la base s'appelait Project K, et en fait c'était par rapport aux œuvres de Kandinsky. Tout à fait, ouais. Tout à fait, qui est justement quelqu'un qui voyait les couleurs, qui entendait les couleurs. Donc c'était synesthésie. Et donc il y a d'autres titres également. Alors par exemple MGS, également très souvent cité comme étant un jeu avec une forte dimension artistique. Donc je crois que vous êtes tous les deux un petit peu fans. Pierre, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de MGS? Quand tu l'as découvert toi, qu'est-ce qui t'a surpris? Qu'est-ce qui te marque? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que aujourd'hui tu retiens un petit peu de ce jeu? Je pense que moi ce que j'ai découvert en premier dans MGS, c'est le Metal Gear Solid, et c'était plus récemment qu'il n'y paraît. C'était pas du tout à l'époque où il est sorti, où j'étais passé à côté. Et je dirais que c'est un jeu, pas forcément un jeu artistique, mais un jeu à fort contenu artistique et à forte inspiration artistique. Pourquoi? C'est-à-dire que c'est très marqué par le cinéma, ce qui est une évidence. Et ce qui m'a marqué par ailleurs, ce qui me marque moi le plus dans ce jeu, c'est ses personnages. Ouais. Et c'est là, ne serait-ce que le Metal Gear Solid, les boss du jeu sont inoubliables pour les amateurs, ou même les fans du genre, quoi. C'est vraiment les boss de ce titre-là qui sont les plus marquants. D'ailleurs, la plupart des boss qui surviennent dans les jeux suivants sont inspirés ou sont des références à ces boss-là. Ouais. Et donc du coup, je crois que c'est une série qui interroge également énormément les joueurs sur leur place en tant que joueur. Qui jouent justement avec, il y a un type devant l'écran avec un paddle entre les mains et on va s'amuser avec lui. Intention du développeur de Kojima. Alors, justement, le quatrième mur. Alors, le quatrième mur, mais même ne serait-ce qu'avant ça, sans vouloir trop spoiler évidemment, ce qui survient quasiment toujours dans un MGS, c'est que au final, tu n'es qu'un pion. C'est-à-dire, Solid Snake n'est qu'un pion, et toi, tu es le pion qui dirige l'autre pion. C'est tout. Et ça va pas plus loin que ça, et du début jusqu'à la fin, tu sens que tu diriges l'histoire quelque part, mais en fait, non, c'est l'histoire qui te dirige toi. Et pour en revenir à ce que tu disais sur le quatrième mur, alors là, effectivement, avec des boss comme Psycho Mantis ou Screaming Mantis dans le 4, là, c'est exactement ça. C'est ce que tu disais d'ailleurs sur Limbo et sur le fait d'avoir l'impression de tenir la main de la petite fille avec... dans Ico. D'avoir l'impression de tenir la main de la petite fille avec le pad, c'est ce quatrième mur qui est brisé, quoi. C'est-à-dire que tu as une interaction physique avec ce qui se passe dans le jeu. Ouais, là c'est Psycho Mantis, lui en fait fallait poser, il te disait de poser ta manette par terre, il te la faisait trembler. Il lisait les sauvegardes. Il lisait les sauvegardes. Et à quel jeu tu jouais. Il analysait aussi le comportement que tu avais dans le jeu. Ouais, si tu sauvegardais beaucoup ou pas, il disait attention, c'est pas bien. Tu n'as pas sauvegardé jusqu'ici, tu es bien imprudent. Ouais. Ou du genre même dans la manière de jouer, dans le gameplay, il disait par exemple tu m'as l'air d'être du genre à taper dans tes pneus avant de partir en voiture et tout. Mais par contre tu n'es pas très bon en combat. C'est un jeu qui porte un jugement sur toi en tant que joueur. Oui, ça c'est intéressant. Tout à fait. Là on a cité globalement des jeux dits artistiques ou à fort contenu artistique, mais en fait ce sont essentiellement des jeux qui ont marqué énormément de gens et qui ont rencontré quand même un certain succès. Alors pas forcément commercial, mais au moins un grand succès d'estime. Ensuite on a les jeux complètement artistique, résolument indépendant, et cette fois-ci qui s'amuse à prendre un gameplay pour le détourner complètement. Donc on a The Path, par exemple, qui rentre dans ce cadre-là, où l'idée c'est de diriger justement un petit chaperon rouge, et donc la consigne, l'unique consigne du jeu, c'est de rester sur le chemin. Donc on reste sur le chemin et d'aller chez grand-mère. Et donc là, évidemment, le joueur, s'il reste sur le chemin, il va jusqu'au bout, il se retrouvera avec un game over, à la fin du jeu, il n'aura pas en fait vécu l'expérience proposée. En fait, le joueur est amené à transgresser un petit peu cette consigne de base pour ensuite partir dans la forêt et mettre potentiellement en danger un petit peu le personnage qu'il dirige. Et donc en fait l'exploration de cette forêt, ça c'est une mécanique de gameplay, en fait on prend une grosse mécanique de gameplay et on la retire complètement, c'est-à-dire qu'en gros il ne faut pas appuyer sur un bouton pour interagir, il faut lâcher la manette, lâcher le clavier pour ensuite laisser le personnage, en fonction de sa personnalité, puisque plusieurs personnages sont jouables, de réagir lui-même et on se retrouve dans la position plus d'un témoin. Donc, d'un témoin ou d'une partie de sa conscience. Voilà. Parce que c'est le joueur qui motive le chaperon à aller voir dans la forêt ce qui s'y passe. Donc quelque part c'est... Je sais pas, même si conscience c'est un mot très approprié, peut-être l'instinct. Ouais. Ça peut, parce qu'évidemment il y a toute la symbolique du passage à l'âge adulte et de la sexualité derrière, donc c'est très, ça joue beaucoup là-dessus, mais c'est effectivement c'est ça quoi. Si tu dois redonner par moment
le libre arbitre au chaperon pour qu'il se passe des choses. Ouais. Mais si tu lui laisses son total libre arbitre et si tu vas dans le sens où les choses te disent d'aller, tu vas directement à la fin et du coup tu ne vois rien du jeu. Donc c'est marrant, c'est un jeu vidéo comme espace de transgression un petit peu, c'est intéressant. Et il y a d'autres jeux également de ce type-là. On a par exemple un auteur très connu qui s'appelle Jason Rohrer. On avait eu l'occasion d'en parler dans une critique dans 101%, puisque ces différentes créations, c'est vraiment plus des créations que des jeux, en fait sont téléchargeables sur le DSiWare. Alors l'un des titres les plus connus de cet auteur s'appelle Passage. Et donc dans Passage, on se contente en fait de diriger un personnage sur un écran. On ne peut pas revenir en arrière, on le fait avancer, on le fait descendre, remonter, etc. Et en fait, plus on avance, plus le personnage vieillit, plus l'horizon du jeu se rétrécit, et tout ça avec une musique assez présente, et c'est uniquement genre du pur ressenti. On n'a rien à faire, on se contente d'avancer. On avance jusqu'à notre mort avec des événements particuliers qui peuvent intervenir, comme rencontrer quelqu'un avec qui on va se marier, etc. Et donc c'est une sorte de métaphore pixelisée, puisque l'esthétique du jeu est très 2D, très old school, et une métaphore sur la vie. Est-ce qu'on peut dire vraiment que c'est un jeu artistique, ou alors est-ce que c'est une expérience artistique interactive? Je vais rebondir sur ce que tu dis. Ce que tu viens de dire, ça me décrit aussi un autre jeu de Tale of Tales, qui est The Graveyard, où le concept du jeu, bon, c'est un jeu très très court. Le concept du jeu, c'est de diriger, cette fois-ci directement, une vieille qui est dans un cimetière, sur un plan quasiment fixe, avec une caméra qui ne peut pas aller sur les côtés, et d'aller s'asseoir sur un banc pour entendre une chanson et mourir. C'est horrible. Et donc du coup là c'est horrible ou pas la question, oui, clairement. Là on n'est plus tout à fait dans le jeu vidéo. Et donc mais pourtant ce sont en fait des œuvres artistiques, clairement, qui reprennent des mécaniques de jeu, ou alors des moteurs de jeu, comme des moteurs 3D, etc. Ce qui est le cas de Vopaf, ce qui est le cas de The Graveyard, ou alors des esthétiques un petit peu plus vieillottes, comme c'est le cas pour Passage. On a également des expériences encore différentes. Je pense à un jeu comme Today I Die, qui nous permet, en fait, c'est une espèce de poème interactif, où on a une phrase, on déplace les mots dans cette phrase pour changer son sens et créer une évolution en fait de la page internet. Et c'est vrai que là, on s'éloigne du jeu et on peut s'interroger en fait sur ce qui est le cas. Il y a pas mal de gens, de joueurs, en découvrant des titres comme Vopaf ou Today I Die ou Passage, ont une espèce de rejet en fait du projet, en disant simplement c'est pas du jeu vidéo. Et dans l'absolu, c'est pas tout à fait faux. Et pourtant, je pense que c'est important aujourd'hui qu'on ait des auteurs qui s'approprient un petit peu le média-jeu pour proposer des expériences interactives qui jouent avec le concept de jeu vidéo. Est-ce que justement Heavy Rain pourrait rentrer dans cette catégorie, parce qu'il est assez minimaliste aussi en termes de gameplay, et il est là pour te faire vivre un scénario qui sera différent quasiment à chaque personne qui joue. Et là, pour le coup, je pense que sur le contenu artistique, là, est beaucoup plus lié au scénario. C'est au scénario, et donc du coup, chaque jeu touchera plus ou moins les gens en fonction de leur personnalité, etc. Mais c'est vrai que les intentions, c'est là on n'est plus dans le jeu d'auteur, donc c'était un sujet qui tenait vraiment à cœur à David Cage, et donc du coup, il a voulu faire ressentir cette émotion de perdre un enfant, et de ce qui s'ensuit, aux joueurs. Donc c'est vrai que on s'inscrit dans une thématique réellement adulte, et c'est quelque chose que le jeu vidéo a tendance de plus en plus à vouloir proposer. Ensuite, est-ce que le public est là pour accepter ce type d'expérience? Moi personnellement, je l'espère. Donc, on l'a vu, justement, Heavy Rain, il a quand même plutôt bien marché. Oui, il a quand même plutôt bien marché, quoi. Alors que c'était assez audacieux comme type de gameplay, d'expérience, même s'il avait déjà un peu montré ce qu'il voulait faire avec Fahrenheit avant, qui a un peu moins bien marché, quoi. Alors du coup, pour clore un petit peu cet Extra Life, on vous invite à réagir un petit peu sur cette discussion sur les forums. Si vous avez d'autres jeux qui vous ont marqué, etc., n'hésitez pas à les faire partager avec nous également. Et sur le concept de jeu artistique, si vous avez des choses à dire, je vous invite vraiment à partager tout ça avec nous, et on aura l'occasion ensuite de rebondir dessus. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis, et on se retrouve bientôt pour un prochain Extra Life.